Bonjour tout le monde, je vous invite aujourd'hui à suivre une petite présentation PowerPoint que j'ai préparée pour vous et qui porte sur l'implication des communautés locales dans la sécurisation des aires protégées au Cameroun, qui vous sera présentée suivant ce petit plan. Déjà en guise de contexte, on s'est rendu compte qu'au cours des dernières décennies, le nombre d'aires protégées s'est multiplié de façon spectaculaire à travers le monde, aussi bien à l'Occident qu'en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Et malgré cette augmentation, on s'est rendu compte également que l'érosion des aires protégées du fait des pressions anthropiques et de l'inefficacité des gestions ne cesse de s'accroître. Et tous ces constats ont poussé à explorer de nouveaux modes de gestion, plus particulièrement des modes basés sur une gestion participative des aires protégées, parce qu'on a pensé que c'était peut-être la meilleure option pour une gestion plus efficace des aires protégées. Donc, au Cameroun, en ce qui concerne la sécurisation des aires protégées, elle est assurée par les éco-gardes qui sont recrutés, formés et affectés par l'État. Et ces éco-gardes, du fait qu'ils ne sont pas toujours natifs de la zone où ils sont affectés, rencontrent de nombreuses difficultés, notamment déjà leur faible effectif, mais aussi la non-maîtrise du terrain et l'hostilité des populations qui les accueillent dans leur zone d'affectation. Et l'une des solutions qui est de plus en plus utilisée, de plus en plus perçue comme étant la solution idoine, c'est le recrutement des populations locales pour appuyer les équipes d'éco-gardes dans leurs activités de surveillance des aires protégées. Et donc déjà, pourquoi est-ce que c'est important de recruter les populations locales? Déjà, ils sont les propriétaires coutumiers des terres et des ressources forestières et fauniques qui s'y trouvent. Ce sont leurs terres ancestrales et donc on ne saurait gérer ces ressources sans leur implication. Mais aussi, ils sont les premiers acteurs de la chasse et dépendent donc des produits qui sont dans leur espace naturel pour leur suivi, notamment comme source de protéines pour la viande, mais également aussi les produits forestiers, le bois et tout autre produit forestier non ligneux. Et c'est dans ces produits qui permettent depuis des années qui leur permettent de s'alimenter, de se soigner, ainsi d'avoir un peu de revenus. Et pour cela, on ne pourrait gérer des ressources dans leur milieu sans les intégrer. Mais également, ils ont aussi une très bonne maîtrise du terrain et sont dans de bons guides pour des éco-gardes et des chercheurs qui sont le plus souvent étrangers à la zone. C'est leur habitat naturel, donc ils maîtrisent bien chaque recoin de la forêt ou de la savane en question et donc ils ont de meilleurs moyens pour se repérer sur le terrain et peuvent donc servir de guide aux personnes étrangères dans la zone. Mais ils ont aussi des bonnes connaissances empiriques sur la faune et la flore. Ils sont donc très importants pour des activités de suivi écologique parce qu'ils peuvent bien permettre de déceler certaines difficultés qu'on rencontre souvent sur le terrain par rapport à l'identification des signes des animaux, l'identification de certaines plantes, même s'ils vont donner des noms plutôt locaux, il y a des moyens de retrouver le nom scientifique. Et aussi les vertus de ces plantes-là aussi sont la plupart étant très bons à cela. Et enfin, les intégrer dans la gestion des aires protégées, dans l'assurance des aires protégées, c'est une opportunité d'augmenter leur intérêt pour la conservation de la faune parce que l'interaction continue avec les professionnels du domaine, avec des gens qui connaissent vraiment l'importance de la conservation de la biodiversité, va faire que avec le temps, ils vont développer également un plus grand intérêt pour la biodiversité et sûrement diminuer leurs activités de chasse. Imaginons juste un cas où pour le monitoring des chimpanzés par exemple et l'étude par exemple de leur comportement, on intègre des populations locales qui sont peut-être des chasseurs.
ils vont développer avec le temps un intérêt pour ces chimpanzés-là aussi, en voyant comment des étrangers viennent et sont stupéfaits du comportement des chimpanzés, et ainsi de suite. Et avec le temps, donc, ils seront incapables de prendre l'arme et d'abattre un chimpanzé de nous. Donc maintenant, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour intégrer les populations locales à la sécurisation des aires protégées? Déjà, on a des cas assez... Ils sont intégrés en tant que gardes communautaires. Les gardes communautaires sont donc ces personnes-là qui sont recrutées au sein des populations, de la population locale, et qui sont souvent d'anciens chasseurs, avec notamment aucune formation en surveillance des aires protégées, mais parfois, avec l'appui des éco-gardes, il y a des premières notions qui les sont inculquées. Ils peuvent être temporaires, donc payés après chaque patrouille, comme c'est le cas dans les aires protégées comme la Benoué, le parc national de la Benoué dans la région du Nord Cameroun. Mais ils peuvent aussi être permanents avec un salaire mensuel et souvent des primes de mission, comme c'est le cas dans le parc national de Bouba-Djida. Et le plus souvent, ils sont payés par des projets d'appui à la conservation, et non pas par l'État, parce que le budget des aires protégées, tel qu'alloué par le gouvernement, est souvent assez limité et ne permet donc pas de recruter et payer des personnes venant des communautés locales de façon durable. Donc, les aires protégées s'appuient la plupart du temps donc sur les financements externes venant des partenaires financiers et techniques pour recruter les populations locales afin d'appuyer leurs équipes de patrouille. Et bien sûr, ce sont des populations locales, ils n'ont aucune formation, ils n'ont pas de formation militaire et n'ont donc pas le droit de porter des armes lors des patrouilles. Et parfois aussi le matériel qu'ils utilisent est assez rudimentaire, notamment des machettes ou des bâtons, ainsi de suite. Le deuxième groupe, c'est ce que j'appelle, mais ils sont généralement appelés les pisteurs et les porteurs. En fait, ce sont juste des gens, on peut les voir comme des gardes communautaires, mais la différence c'est que il n'y a déjà pas une base, je vais dire, une certaine assurance d'être recruté. C'est quelque chose d'assez ponctuel. Et comme le nom l'indique, ils sont là pour servir de pisteurs, c'est-à-dire orienter l'équipe sur le terrain tout simplement, et de porteurs. D'habitude, pour une équipe de patrouille ou une équipe de recherche, il y a de lourdes charges et donc on recrute des gens dans des populations, au sein de la population locale pour porter ces charges-là. Et donc, ils vont s'occuper également de la cuisine. Mais également, tout comme certains gardes communautaires, leur métier qui est très souvent la chasse, la plupart des pisteurs, ce sont des chasseurs et donc ils ont une très bonne maîtrise du terrain. Et ensuite, l'autre groupe qui participe à la sécurisation des aires protégées sont les comités de vigilance. La plupart du temps, des comités de vigilance, ce sont déjà des associations dans des villages qui assurent la conservation, non pas la conservation, désolé, mais la sécurité du village. Donc, il sera assuré qu'il n'y a pas de vol, ainsi de suite. Mais lorsque ces villages sont autour des aires protégées et qu'il y a une bonne collaboration entre les services de la conservation ou bien l'ONG partenaire de la conservation et les populations locales, les comités de vigilance s'associent souvent également à la gestion de la faune. Et donc, non seulement ils assurent la sécurité du village, mais ils gardent également un œil ouvert sur l'activité des braconniers, les mouvements de braconniers, trafic de la viande de brousse dans la zone. Et les informations donc qu'ils obtiennent, ils les transmettent aux services de la conservation ou bien aux ONG partenaires suivant les relations qu'ils entretiennent. Parce que la plupart du temps, disons parfois, ils ont de meilleures relations, disons, avec l'ONG plus qu'avec le service de la conservation.
Et donc, si les relations qu'ils ont avec l'un ou l'autre vont influencer à qui ils remettent les données. Mais le plus important est que ces données permettent peut-être de mener des actions, des opérations coup de poing afin d'arrêter les braconniers, de saisir les armes, de saisir la viande de brousse qu'ils transportent, ainsi de suite. Et au-delà de la dénonciation, il y a des cas où le comité de vigilance va même plus loin et procède à la saisie de la viande de brousse et à l'arrestation des chasseurs avant de les remettre aux services compétents. Ensuite, nous avons les agents du renseignement. Tout comme dans, disons, la sécurité intérieure des pays. Dans la conservation, on a souvent des agents de renseignement qui sont souvent peut-être, disons, parfois des membres du comité de vigilance du village, mais parfois juste des simples personnes choisies au sein de la population qui sont chargées de récolter des informations sur les braconniers, notamment leur présence, leur nombre, leur activité et les animaux qu'ils ciblent, donc qui les intéressent dans la zone. Et bien sûr, le renseignement, c'est une activité secrète dont les personnes qui sont désignées pour mener cette activité sont discrets et sont inconnus du reste de la population. Ceci pour les soucis d'objectivité, mais aussi pour leur sécurité, parce que si les gens savent que c'est, par exemple, vous qui donnez des informations sur leurs activités, vous serez assez mal vu et vous pourrez être menacé physiquement. Donc, voilà ce qui est un peu fait, mais maintenant, quelles sont les contraintes à l'implication des populations locales dans la sécurisation des aires protégées? C'est ce que je vais présenter ici. Et la première contrainte déjà est financière et matérielle, car comme je l'ai dit, les aires protégées ne sont pas toujours assez fournies en ressources financières et matérielles pour mener à bien leurs activités telles qu'inscrites dans le plan d'aménagement. Et dans l'implication des aires protégées, vu qu'elles nécessitent beaucoup de ressources financières, le service de conservation n'est pas à même de recruter dans les populations et de les intégrer dans les équipes de patrouille. Et comme je l'ai dit, ça nécessite du matériel vraiment important, des armes, des matières, des tentes, ainsi de suite, que le service de conservation ne dispose pas toujours. Par exemple, si on envoie une équipe de 10 personnes en forêt, parmi lesquelles on a 4 gardes communautaires, 4 personnes qui viennent de la population locale, il faudra assez d'armes pour se rassurer que au moins tous les 6 éco-gardes qui accompagnent soient bien armés, autant en armes même qu'en munitions, afin d'assurer la sécurité de toute l'équipe. Ce que les aires protégées, les services de conservation ne disposent pas toujours. On a la contrainte également juridique et statutaire, car l'administration publique n'a pas prévu un cadre légal pour le recrutement de ces gardes communautaires. Donc, le recrutement des personnes qui vont mener des activités ponctuelles n'est pas prévu dans la loi et donc l'État n'a pas d'encadrement pour cette profession-là, pour ces recrutements-là. La plupart du temps, les services de conservation qui le font, c'est à leur risque et péril. Car les gardes communautaires, une fois en forêt, s'il y a un accident, ils ne vont bénéficier d'aucune assistance, comme cela a été le cas avec les gardes communautaires qui ont été tués lors d'une patrouille dans le parc national de Bouba-Djida. Et quelques années après, les familles se plaignaient toujours qu'ils n'ont reçu aucune assistance. C'est parce qu'en fait, la loi ne prévoit même pas leur recrutement. Et donc, il n'y a pas un encadrement et des garanties par rapport à leur sécurité. Aussi, il y a des aires protégées qui ont au moins un cadre local. Bon, je veux dire, au niveau de l'aire protégée, ils ont un cadre local pour le recrutement quand même des populations locales. Mais la plupart des aires protégées n'en ont pas. Et sur quelle base donc est-ce que le recrutement est fait?
est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est par affinité? Cela, ce sont des freins à l'implication des populations locales. Parce que si les gens se sentent lésés et se disent non, ces gens de la conservation sont en train de recruter uniquement leurs amis, ça fait qu'il y aura une certaine révolte au sein de ceux qui ne sont pas recrutés et ça va ainsi influencer leurs activités et leur point de vue vis-à-vis de la conservation. Les contraintes sociales également ne sont pas négligeables car si nous sommes dans une zone où l'une des principales activités est la chasse, il faut donc comprendre que ceux qui travaillent avec le service de la conservation pour la sécurisation de l'air protégé ne seront pas très bien perçus par les populations locales. Déjà, on les voit comme l'ennemi, comme ceux qui sont là pour nous attaquer parce que nous sommes en train de mener la chasse. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte lorsqu'il faut regarder les contraintes à l'implication des populations locales dans la sécurisation des aires protégées. Mais il faut aussi voir que le statut de garde communautaire apparaît comme un signe d'ascension sociale qui va donc susciter de la jalousie au sein de la population. On est la plupart du temps dans des communautés qui sont assez pauvres et donc une personne, un membre de la communauté qui se retrouve en train de travailler pour le service de la conservation, disons peut-être de façon permanente ou bien de façon non permanente mais régulière, ça va montrer aux autres membres de la communauté que voilà quelqu'un qui est en train de réussir, voilà quelqu'un qui a un salaire assez stable et donc susciter beaucoup de jalousie. Mais l'autre point qui est souvent révélé par les gardes communautaires et n'est pas souvent pris en compte, c'est le fait que pour les populations locales, pour les hommes, se déplacer, aller peut-être rester dans l'air protégé pour 2 ou plus de 3, 1 mois, 2 semaines ou 1 mois dans l'air protégé sans les familles, c'est assez compliqué pour eux en laissant derrière leurs femmes et les enfants. C'est assez compliqué et ça affecte dans leur volonté de s'engager dans le long terme. Il y a eu des situations où moi personnellement, je devais entrer en forêt avec des gens et il me disait non, si je laisse ma femme derrière, il y a mes frères du village qui vont rester la prendre. Et ça faisait quand même un vrai frein à leur implication. À quelques jours dans la forêt, ils étaient déjà, il faut qu'on rentre, ils pensaient, il faut déjà qu'on retourne au village. Ça a été assez long. C'est quelque chose à prendre en compte. Et bien sûr, on a les conflits qui existent la plupart du temps aussi entre les gardes communautaires et les éco-gardes du service de la conservation parce que il y a un doute qui subsiste sur la franchise des gardes communautaires quant à la dénonciation des infractions phoniques commises par les personnes venant de leur village. Peut-être en forêt, si on rencontre un campement de chasse, est-ce que le garde communautaire va toujours dire non, ça c'est le campement de chasse de mon frère ou bien non, c'est ici, ça c'est ce sont les pièges de mon voisin. C'est toujours assez un peu difficile et ça crée des conflits entre ces gardes communautaires là donc et le service de la conservation. Mais certains des gardes communautaires sont aussi souvent soupçonnés de participer aux patrouilles juste pour repérer les zones où la faune est abondante et revenir plus tard pour la chasse. Dans certains cas, c'est vrai. Dans certains cas, toujours est-il qu'il faut vraiment mener des enquêtes pour vérifier. Mais certains, peut-être juste par mégarde, une fois au village, vont dans les commentaires révéler où est-ce qu'ils ont trouvé, par exemple, une espèce très abondante et les autres chasseurs dans les villages vont profiter donc pour aller explorer donc et mener la chasse et tuer les animaux dans ces zones-là.
Mais de l'autre côté, les éco-gardes qui sont affectés par l'État, qui ont des grades d'un corps et de cas relevant d'un corps paramilitaire, ainsi de suite, avec un salaire qui n'est pas toujours très bon, mais assez stable, ont souvent un comportement très irrespectueux envers les gardes communautaires. Et cela crée de la révolte et influence donc la volonté des populations locales à s'engager dans la sécurisation des aires protégées. L'autre point qui est assez important, c'est la faible contribution des aires protégées au bien-être des communautés. Aujourd'hui encore, il faut dire, la plupart des communautés qui vivent autour des aires protégées sont assez pauvres. Or, les aires protégées de nos jours sont capables de générer assez de revenus pour le développement social et économique des communautés qui vivent aux alentours. Et puisque dans la plupart des aires protégées encore aujourd'hui, la principale activité c'est la lutte anti-braconnage, cela crée des conflits avec les communautés locales car on voit plus le service de la conservation comme étant l'armée ou la police qui est là uniquement pour la réfraction des activités illégales, la réfraction comme pour la répression de la chasse. Et on comprend donc que les populations ne peuvent pas être donc très ouvertes à travailler avec un tel service de la conservation. Et il faut aussi voir que les aires protégées ont toujours été un peu comme ont été une source de subsistance pour les populations et du jour peut-être au lendemain transformer cette aire protégée, cet espace en aire protégée, ils voient comme un peu comme étant un ensemble de ressources, leur source de subsistance qui leur a été volée. Et en effet, comment pourrait-il justifier qu'ils sont en train de souffrir de malnutrition, qu'ils sont sous-développés alors qu'il y a une source de protéines et de bois non exploitée juste près de leur village et qui est dédié à la protection de la biodiversité dont ils peinent à comprendre l'importance parce que ce n'est pas, il faut le dire, les populations locales lorsqu'elles ne sont pas très sensibilisées ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il faut protéger les animaux, pourquoi la biodiversité est importante. Et donc ils voient toujours un peu comme assez contradictoire le fait qu'ils souffrent et on les interdit de tuer les animaux pour vendre, d'exploiter le bois, ainsi de suite. Donc, au vu de cela, qu'est-ce qu'on peut recommander pour appuyer, pour, disons, renforcer l'implication des populations locales dans la sécurisation? Déjà, il faut renforcer la contribution des aires protégées au développement socio-économique des populations riveraines. Parce que si les populations sont assez développées, ils vont pas ressentir le besoin d'exercer des pressions sur les aires protégées. Et s'ils savent que leur développement est lié à la présence de l'aire protégée, ils seront plus ouverts à contribution à la protection de ce patrimoine. Mais il faut aussi explorer des mécanismes de financement durable des aires protégées pour assurer la prise en charge des populations locales dans le long terme. Parce que recruter les éco-gardes, les gardes communautaires nécessite des ressources financières et assurer leur implication dans la sécurisation dans le long terme nécessite que ce financement soit assez stable et ne dépende pas des projets qui ont la plupart du temps une durée assez limitée. Et il faut assurer bien sûr l'encadrement juridique de la profession de garde communautaire afin de garantir leurs droits et leur sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, afin qu'ils sachent que au moins ceci au cours des patrouilles qui sont quand même des activités assez risquées dans certaines aires protégées, qu'ils sachent que si au cours des patrouilles il y a un accident, il y a une certaine prise en charge qui va leur être à leur disposition et donc permettre qu'ils puissent peut-être se soigner ou bien permettre de dédommager au moins leur famille si ils perdent de la vie. Et il
faut continuer de réorienter la gestion des aires protégées vers un mode toujours plus participatif et peut-être rythmer ça avec la décentralisation qui est en cours au Cameroun et vérifier, bon, explorer peut-être comment est-ce que on pourrait rattacher les gardes communautaires à des unités territoriales plus décentralisées comme les régions ou bien les communes pour qu'ils aient quand même un statut à un certain niveau. Ne pas mettre au niveau de l'administration centrale qui est déjà assez surchargée avec la gestion des écogardes, mais on pourrait décentraliser cela au niveau des communes qui pourront à un niveau plus local assurer une bonne gestion de la carrière des gardes communautaires. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention et en cas, si vous avez des préoccupations, des suggestions et des recommandations, vous pouvez me les transmettre en commentaire sur cette vidéo ou bien me retrouver sur YouTube. Vous voyez, l'adresse est affichée juste là, Rodel Voufo, sur Twitter ou bien encore sur LinkedIn. Je vous remercie.